Connaissez-vous l'arsenal le plus meurtrier de la guerre, la bombe à vide? C'est une arme si mortelle qu'elle redessine les paysages et laisse la dévastation dans son sillage. Libérant un pouvoir destructeur inégalé, cet annihilateur silencieux crée un vide, anéantissant tout sur son passage avec une force stupéfiante. Leur capacité à pénétrer des espaces dissimulés, tels que des grottes et des bunkers, distingue les armes thermobariques, les rendant particulièrement efficaces contre des positions ennemies cachées ou fortifiées. Qu'est-ce qui rend cette bombe si puissante? Comment affectera-t-elle la guerre mondiale? Rejoignez-nous alors que nous explorons ce qu'une bombe à vide fait à un bâtiment. Une bombe thermobarique, également connue sous le nom d'explosif air carburant, est une arme puissante et hautement destructrice dans la guerre moderne. Ce qui la distingue, c'est sa capacité unique à utiliser l'oxygène présent dans son environnement, principalement prélevé dans l'air. Contrairement aux explosifs traditionnels qui nécessitent un mélange spécifique de carburant et d'oxydant pour s'enflammer, une bombe à vide utilise une petite charge pour répandre un matériau explosif. Ce matériau peut s'enflammer de lui-même ou être déclenché par une charge secondaire. Lorsque cette substance explosive finement dispersée s'enflamme, elle produit des températures extrêmement élevées et libère une onde de pression dévastatrice, souvent la partie la plus mortelle de l'impact de la bombe. Les bombes à vide existent en différentes tailles, des grenades portatives à la massive mère de toutes les bombes, avec une puissance explosive équivalente à 44 tonnes de TNT. La lignée historique des bombes thermobariques peut être retracée jusqu'à la Première Guerre mondiale, où les efforts allemands ont conduit à la création de projectiles incendiaires connus sous le nom de Brandgranate en allemand. Ces obus utilisaient une substance qui brûlait lentement mais intensément, incorporant des matériaux tels que des tissus imprégnés de goudron et de la poussière de poudre à canon. Lors de la détonation, ces obus brûlaient vigoureusement pendant environ 2 minutes, dispersant des composants enflammés dans toutes les directions. La trajectoire du développement des bombes thermobariques s'est poursuivie pendant la Seconde Guerre mondiale, avec la poursuite par la Wehrmacht allemande d'une bombe à vide sous la direction du physicien autrichien Mario Zippermayer. Cependant, une percée significative dans la création d'une bombe thermobarique fonctionnelle a eu lieu pendant la guerre du Vietnam. Le modèle initial, le CBU-55, a fait ses débuts au cours de ce conflit, bien que de manière expérimentale par les forces américaines. En 1971, une équipe dédiée du Centre des armes de l'Air Force, basée à la base aérienne d'Eglin, a réalisé une expérience cruciale en transportant des versions prototypes du CBU-55 en Asie du Sud-Est. L'objectif était d'effectuer des essais sur 2 avions d'attaque relativement lents, le A-37 et le A-1. En collaboration avec les pilotes de l'escadron des opérations spéciales 604A-37 à la base aérienne de Bien Hoa à la fin de 1971, l'équipe a effectué un nombre limité de missions d'essais de combat. Les efforts d'essai se sont étendus à la base aérienne royale thaïlandaise de Nakhon Phanom en décembre de la même année, travaillant avec le premier escadron des opérations spéciales et utilisant l'avion A1. Notamment, 4 sorties de 2 avions A1 ont eu lieu les 6, 2, 5 et 8 novembre, chacune transportant 4 canisters CBU-55. Au cours de ces missions, le capitaine Randy Jane, l'officier de projet d'essai de NKP et chef de volume, a collaboré avec l'équipe d'Eglin pour documenter les résultats des tests. Malheureusement, l'évaluation globale n'a pas présenté une perspective favorable. Des inquiétudes ont été soulevées en raison de la méthode de déploiement non conventionnelle des 3 canisters de propane, descendant sous de petits parachutes vulnérables à des dérives de vent substantielles. Cela a soulevé des questions sur la précision de la livraison et la survie de l'aéronef lorsqu'il est largué à des altitudes plus basses pour atténuer la dérive du vent. De plus, les caractéristiques substantielles de traînée du canister CBU-55, avec son extrémité arrière plate, ont gravement limité la capacité de l'A1 à transporter d'autres munitions, roquettes et CBU, ajoutant une autre couche de complexité. De février à mars 1972, le Light Attack Squadron 4 de la marine américaine, basé à Canto, a réalisé plusieurs sorties expérimentales avec l'OV-10 Bronco pour soutenir des opérations conjointes de l'armée américaine et de l'ARVN au nord du fleuve Mekong.
Le mortier utilisé pendant ces missions a été considéré comme expérimental, incitant l'envoi d'équipes de pathologie pour évaluer l'impact sur les restes ennemis sur les sites de largage. Malgré la décision de l'Air Force, basée sur les résultats des tests à Bien Hoa et NKP, de ne pas déployer le CBU-55 auprès des unités de combat dans le théâtre, un inventaire des canistères a été maintenu. Au 21 avril 1975, avec le Sud-Vietnam largement sous le contrôle de l'armée populaire du Vietnam, l'utilisation du CBU-55 est devenue une considération stratégique. Dans une démarche sans précédent, un seul CBU-55 a été transporté à Bien Hoa, et le général de division Homer D. Smith, le haut officier militaire américain au Vietnam, a approuvé son utilisation contre le PAVN. Un avion de transport, C-130 de la RVNF a largué la bombe à 20 000 pieds, provoquant une explosion enflammée sur une zone de 4 acres. Les experts estiment qu'environ 250 soldats ont été tués, principalement en raison de l'épuisement immédiat de l'oxygène plutôt que des brûlures. Notamment, cela a marqué la seule instance du déploiement du CBU-55 dans la guerre, et le gouvernement du Sud-Vietnam s'est finalement rendu le 30 avril. La génération suivante du CBU-55, aux côtés des armes à carburant air CBU-72, a été intégrée dans l'arsenal militaire américain après la guerre du Vietnam, trouvant une application dans l'opération Desert Storm en Irak. Cette évolution continue souligne l'histoire complexe et les considérations stratégiques entourant le développement et le déploiement des bombes thermobariques. La genèse des armes thermobariques trouve ses racines dans l'après-guerre du Vietnam, où les États-Unis ont été les pionniers du développement des explosifs air carburant. Cette innovation stratégique n'est pas passée inaperçue des scientifiques de l'Union soviétique qui se sont rapidement lancés dans leur quête pour créer des armes EAC redoutables. L'ère post-conflit en Afghanistan a été le théâtre d'efforts incessants de recherche et développement, aboutissant à la création des charges utiles de guerre EAC de troisième génération, représentées de manière prédominante par le RPO-A avancé dans l'arsenal russe. Des avancées significatives dans la technologie et les capacités stratégiques ont marqué l'évolution des armes thermobariques au sein du cadre militaire russe. La grenade thermobarique, TBG-720 par exemple, a un rayon de létalité substantielle de 10 mètres. Cette grenade est spécifiquement conçue pour être lancée depuis le lance-roquette RPG-7 renommé, démontrant l'intégration des capacités thermobariques dans divers systèmes d'armes. Dans des scénarios de combat rapprochés, le GM-94, un lance-grenades à pompe de 43 mm, prend la place centrale, car il est conçu pour tirer des grenades thermobariques. Pesant 250 grammes et contenant 160 grammes de matériaux explosifs, le GM-94 est méticuleusement conçu avec un rayon de létalité de 3 mètres, assurant son efficacité dans des espaces confinés. La conception intentionnelle sans fragmentation ajoute une couche supplémentaire de sécurité en garantissant une distance sûre de 4 mètres. Les RPG portables par l'infanterie, tels que le RPO-A et son homologue amélioré, le RPO-M, jouent un rôle essentiel dans le lancement de roquettes thermobariques. Le RPO-M, équipé d'une charge utile thermobarique très puissante, équivalente à 5,5 kg de TNT, démontre des capacités rivalisant avec des obus d'artillerie à fragmentation explosive de plus gros calibre. Des variantes comme le RSG-1 et le RSG-2, dérivés respectivement du RPG-27 et du RPG-26, étendent davantage l'arsenal thermobarique, le RSG, en affichant un rayon de létalité de 10 mètres, équivalent aux effets de 6 kg de TNT. Les missiles anti-chars n'ont pas été exemptés de l'intégration de variantes de charge utiles thermobariques. Des missiles comme le 9M123 Chrysanthema, le 9M133 Cornet et le 9K115-2 Métis M ont subi des améliorations. Le Cornet EM, présentant une variante thermobarique avec une portée maximale de 10 km et une équivalence de TNT de 7 kg. La roquette à charge utile thermobarique 9M55S de 300 mm, conçue pour le système de lancement de roquettes multiples BM-30 Smerch et le lance-roquettes multiple TOS,
un spécialement conçu, équipé de 24 tubes pour tirer des roquettes thermobariques de 220 mm, souligne davantage l'engagement de la Russie à faire progresser les armes thermobariques sur diverses plateformes militaires. Avec sa charge utile thermobarique substantielle de 700 kg, le missile balistique tactique Iskander-M illustre la profondeur de l'innovation russe dans ce domaine. Le spectre des munitions de l'armée de l'air russe reflète l'adaptabilité et l'efficacité de la technologie thermobarique sur diverses plateformes. Des roquettes comme les S-8 et S-13, des bombes telles que la KB-500OD et l'ODAB 500 PM, et des bombes guidées comme la KAB-1500S, toutes dotées de variantes thermobariques, montrent la polyvalence de ces munitions. Lors d'un événement historique en septembre 2007, la Russie a mené un essai impliquant la détonation de la plus grande arme thermobarique jamais créée, aptement nommée la mère de toutes les bombes. Avec un rendement équivalent à une arme nucléaire, cet essai a servi de réponse directe à la Massive Ordnance Air Blast Bomb, développée par les Américains, précédemment connue sous le nom de « mère de toutes les bombes », consolidant la position de la Russie dans le domaine des armes non nucléaires puissantes. Les développements en cours dans les armes thermobariques soulignent l'engagement continu de la Russie envers l'innovation dans la technologie militaire. L'intégration de capacités thermobariques avancées sur diverses plateformes militaires montre la puissance de la nation dans l'adaptation et l'expansion de ses capacités stratégiques pour maintenir un avantage concurrentiel dans la guerre moderne. Alors que la Russie continue d'investir dans la recherche et le développement des armes thermobariques, le paysage militaire mondial assiste à un changement de paradigme dans la nature et la puissance des munitions explosives. 1983 a marqué le début d'une collaboration révolutionnaire entre le ministère espagnol de la Défense, la Direction générale de l'armement et du matériel, et Explosivos Alaveses, une filiale d'Union Explosivos Rio Tinto. Cette initiative conjointe visait à développer une bombe thermobarique de pointe connue sous le nom de Bomba Explosiva de air combustible, ou BEAS. L'objectif principal du programme était de faire progresser les capacités des armes thermobariques, et pour y parvenir, un processus de recherche et développement méticuleusement planifié et exécuté a été mis en œuvre. La création réussie d'un prototype a marqué une étape importante dans le programme. Le prototype a été soumis à des tests rigoureux dans un lieu étranger pour garantir la sécurité et la confidentialité maximale. Cette approche était motivée par la nécessité impérative de protéger les secrets technologiques associés à la BEAC, reflétant la sensibilité et la signification stratégique du projet. Par la suite, l'armée de l'air et de l'espace espagnole est devenue la gardienne de la BEAC, maintenant une quantité non divulguée de ces bombes thermobariques avancées dans son inventaire. En se déplaçant vers l'Est jusqu'à la République populaire de Chine, un développement clé a eu lieu en 1996 lorsque l'Armée populaire de libération a initié le développement du PF-97. Ce lance-roquette thermobarique portable s'est inspiré du RPO HMEL soviétique, un prédécesseur au legs redoutable. Le PF-97 introduit en 2000 aurait pesé 3,5 kg et contenu 1 kg de charge utile thermobarique. Sa version améliorée, le PF-97A, a fait ses débuts en 2008, signifiant l'engagement de la Chine à faire progresser ses capacités thermobariques. Au-delà des lance-roquettes, l'arsenal thermobarique de la Chine inclut diverses armes telles que des bombes, des grenades et des roquettes. La recherche en cours dans le pays vise à repousser les limites de la technologie thermobarique avec l'aspiration de créer des armes capables d'atteindre des températures aussi élevées que 2500 degrés. En Amérique du Sud, le Brésil est entré dans le domaine des armes thermobariques en 2004. En réponse aux demandes de l'état-major de l'aéronautique et du Conseil de l'équipement aéronautique et militaire, l'Institut de l'aéronautique et de l'espace a entrepris le développement d'un projet thermobarique nommé Trocano. Cette initiative a mis en avant l'engagement du Brésil dans l'innovation technologique dans le domaine militaire. Le Trocano, conçu en parallèle avec le Massive Ordnance Air Blast des États-Unis et le Father of All Bombs de la Russie, a démontré sa polyvalence en étant chargé sur un avion C-130 Hercule, familièrement appelé Hercule.
Lors du largage, la bombe, équipée d'un parachute, a suivi sa trajectoire basée sur l'aérodynamique, similaire à ses homologues des grandes puissances militaires. En se tournant vers le ministère de la Défense britannique, l'année 2009 a marqué une reconnaissance notable. Le MOD a confirmé l'utilisation de missiles AGM-114 Hellfire, provenant des États-Unis, par les hélicoptères Augusta Westland Apache de l'Army Air Corps en Afghanistan. 16 missiles, équipés de têtes de guerre à fragmentation explosive, ont été déployés en 2008 et 2009, totalisant 40 en nombre. Le MOD a souligné la conception spécifique de ces missiles pour démanteler des structures et neutraliser des individus à l'intérieur de bâtiments, comblant ainsi les lacunes opérationnelles contre les talibans. Le respect des règles d'engagement strictes pour les pilotes britanniques, avec des observations complètes du cockpit, a illustré la précision et la responsabilité dans le déploiement des capacités thermobariques. Une divulgation involontaire en 2018 par le MOD a révélé des détails sur les General Atomics MQ-9 Reaper déployés par la Royal Air Force lors de la guerre civile syrienne. Cette révélation a exposé l'armement de missiles AGM-114 Hellfire équipés de charges utiles thermobariques sur des drones d'attaque de la RAF opérant en Syrie. La divulgation a involontairement mis en lumière l'évolution du paysage de la guerre avec des véhicules aériens sans pilote équipés de capacités thermobariques avancées jouant un rôle crucial dans les conflits modernes. Dans le sous-continent indien, les années 2010 ont été marquées par des avancées significatives dans la technologie thermobarique. Le ministère indien de la Défense a été le pionnier en développant une munition thermobarique de 120 mm s'inspirant de la munition à tête d'écrasement hautement explosive. CS Munitions, conçus pour le char de combat principal Arjun, ont incorporé des explosifs thermobariques dans des obus de char. L'Armament Research and Development Establishment a dirigé la conception et le développement de CES munitions visant à améliorer leur efficacité contre un éventail de cibles, y compris des bunkers ennemis et des véhicules légers blindés. Les munitions thermobariques développées par l'ARDE utilisaient des compositions explosives riches en carburant, créant une surpression et une énergie thermique lors de l'impact. Cette combinaison dynamique s'est avérée très efficace pour causer des dommages aux structures fortifiées ennemies, aux bunkers, aux bâtiments et aux cibles légères, telles que le personnel ennemi et les véhicules légers blindés. En 2011, la grenade à main thermobarique TG a été introduite par la société serbe Balkan Novote. Cela a marqué une addition significative à la gamme d'armes thermobariques disponibles sur le marché mondial. La TG-1, avec ses capacités thermobariques avancées, est devenue un acteur notable parmi les grenades à main, illustrant l'évolution continue de la technologie militaire. L'exploration des armes thermobariques s'est encore élargie en 2017 lorsque l'Ukraine, grâce aux efforts collaboratifs de l'Institut de recherche scientifique d'Ukroboronprom pour les produits chimiques et l'entreprise d'État Artem, également connue sous le nom de Holding Company Artem, a dévoilé un produit révolutionnaire, le RGT-27S. Pesant environ 600 grammes, ces grenades thermobariques représentaient un bond en avant dans le domaine. À la détonation, elles généraient un formidable nuage de feu de 2 secondes avec une portée volumétrique d'au moins 13 mètres cubes, accompagnée de températures atteignant 2500 degrés. Cette température élevée détruisait efficacement les adversaires et démontrait la capacité à neutraliser les véhicules légèrement blindés. Le lancement du RGT-27S à l'Exposition internationale de la défense de l'Azerbaïdjan en 2018 a souligné l'engagement de l'Ukraine à faire progresser sa puissance technologique dans les armes thermobariques. En regardant la scène internationale, l'année 1980 a été le témoin d'un effort collaboratif entre le Mexique, la Suisse et la Suède, alors qu'ils présentaient conjointement une motion aux Nations Unies en faveur de l'interdiction des armes thermobariques. Cependant, malgré leurs efforts concertés, la proposition a rencontré de la résistance et la motion a échoué. Cela a souligné les défis liés à l'obtention d'un consensus mondial sur la régulation et l'interdiction des armes thermobariques. Dans les années suivantes, l'Institut de recherche des Nations Unies pour le désarmement
a reconnu la nécessité de catégoriser ces armes et a cherché à les qualifier de armes à explosion améliorée. Vers 2010, des efforts ont été entrepris pour réglementer les armes thermobariques, reconnaissant leur potentiel pour des effets d'explosion améliorés. Cependant, ces efforts ont rencontré des obstacles et le chemin vers une régulation mondiale est resté insaisissable. La nature complexe des relations internationales et les perspectives divergentes sur l'utilisation de la technologie militaire posaient souvent des défis pour parvenir à des accords complets sur de telles questions. Au fur et à mesure que la traque intensifiée d'Osama Bin Laden se déroulait, le gouvernement des États-Unis se trouvait dans le besoin pressant de déployer une arme capable de pénétrer les systèmes de grottes complexes où l'ennemi cherchait refuge. Cette urgence a conduit à la création de la bombe thermobare BLU-118B, née de la nécessité et développée dans des circonstances extraordinaires. À la fin du développement du BLU-118B et de sa disponibilité pour le déploiement, les communautés militaires et expertes ont été frappées par la létalité pure de cette arme. Sa puissance destructive immense a suscité des débats continus parmi les experts, soulevant des questions sur les considérations éthiques entourant la création d'une arme aussi redoutable. Les tensions croissantes marquaient le paysage géopolitique du Moyen-Orient à l'époque, et il était impératif de neutraliser les forces d'Al-Qaïda et des talibans retranchés dans les réseaux de grottes complexes en Afghanistan. Confrontés à une situation précaire en matière de sécurité nationale, les États-Unis ont décidé de déployer l'arme thermobare, espérant qu'elle accomplirait la tâche en apparence impossible de pénétrer les profondeurs du sol pour éliminer le complexe de grottes. Le 2 mars 2002, une opération secrète s'est déroulée dans un endroit non divulgué près ou autour de l'Afghanistan. Un moment décisif s'est produit lorsqu'un seul F-15E Strike Eagle, affilié à la 335e Fighter Squadron Chiefs du 4e Fighter Wings, s'est lancé dans une mission d'une importance sans précédent. Suspendue de manière inquiétante des racks de l'avion se trouvait la première bombe thermobare opérationnelle BLU-118B. À l'aide d'un laser de ciblage, l'ordinateur du F-15E Strike Eagle a calculé méticuleusement la trajectoire de la bombe, tenant compte de facteurs tels que la hauteur, la vitesse et la portée. L'arme a ensuite été larguée, se dirigeant vers l'entrée du complexe de tunnels stratégiquement positionné près d'une structure ressemblant à une maison. À mesure que la bombe descendait, ses ailettes et plans porteurs s'ajustaient habilement pour s'assurer qu'elle restait sur sa trajectoire, guidée par le faisceau laser émanant de l'aéronef. Les enjeux étaient élevés, et la tension saisissait la mission alors que tout le monde attendait le résultat, espérant une frappe réussie pour démanteler le bastion de l'ennemi. Contrairement aux attentes, le résultat s'est avéré différent. La bombe a manqué sa cible prévue, et bien que des détails spécifiques soient restés classifiés, le Pentagone a révélé que la bombe avait explosé prématurément, libérant son énergie dévastatrice au-dessus du sol. Étant donné les grands espoirs investis dans cette arme révolutionnaire, l'événement a marqué un moment de profonde déception. Des rapports suggèrent l'utilisation d'explosifs aérosols contre la Chine lors du conflit frontalier sino-soviétique de 1969. De plus, le système TOS-1, incorporant des armes thermobariques, a été testé pendant la guerre soviéto-afghane à la fin des années 1980. Les forces militaires russes auraient utilisé des armes thermobariques terrestres lors de la bataille de Grozny pendant la première et la deuxième guerre de Tchétchénie. Le système lourd de lance-roquettes multiples TOS-1 et le système de roquettes anti-chars portables RPOA Shmel avec des bombes à carburant air ODAB 500 SP ont été utilisés pendant les guerres de Tchétchénie. Des armes thermobariques portatives, y compris le RPOA, auraient été utilisées lors de la crise des otages de l'école de Beslan en 2004. Pendant l'invasion russe de l'Ukraine en 2022, il y a eu des rapports de déploiement d'armes thermobariques par les forces russes. En février 2022, l'ambassadeur de l'Ukraine aux États-Unis a accusé la Russie d'avoir utilisé une bombe thermobare. Les forces britanniques, y compris l'Army Air Corps et la Royal Air Force, ont utilisé des missiles AGM-114N Hellfire thermobariques lors de la guerre en Afghanistan. Dans la guerre civile syrienne, des drones militaires britanniques équipés de missiles AGM-114N Hellfire ont également été déployés.
Human Rights Watch et Euromed Human Rights Monitor ont signalé l'utilisation présumée d'armes thermobariques par Israël lors de conflits passés, notamment le conflit de Gaza de 2008-2009 et la guerre Israël-Hamas de 2023. Des rapports indiquent l'utilisation de bombes et de munitions thermobariques par les gouvernements russes et syriens au cours de la guerre civile syrienne contre les insurgés et les zones tenues par les insurgés. En mars 2023, des soldats de la 59e brigade motorisée de l'Ukraine ont présenté les destructions causées par une grenade thermobare RGT-27S2 larguée par un drone Mavic, 3 sur un véhicule de combat d'infanterie russe abandonné. Les explosifs thermobariques et à air carburant ont été utilisés dans la guérilla depuis l'attentat contre les casernes de Beyrouth en 1983 au Liban. Des exemples incluent l'attentat contre le World Trade Center en 1993 et les attentats de Bali en 2002 par des membres de Jemaah Islamiyah. En 2023, des accusations ont été portées contre le Hamas pour avoir tiré des roquettes thermobariques sur des maisons civiles lors d'une attaque contre Israël. Le droit international n'interdit pas explicitement l'utilisation de munitions thermobariques, d'explosifs à air carburant ou de bombes à vide dans le cadre d'opérations militaires contre des adversaires. Cependant, la Convention des Nations Unies sur certaines armes classiques, en particulier le protocole sur les armes incendiaires, pourrait interdire leur déploiement contre des populations civiles ou des infrastructures. Malgré diverses tentatives, jusqu'à novembre 2022, toutes les initiatives visant à établir des règlements ou des limitations sur l'utilisation d'armes thermobariques ont échoué. Le Comité international de la Croix-Rouge note que, par conception, les armes thermobariques ne sont pas intrinsèquement indiscriminées, incorporant souvent des capacités de ciblage précis. Cette caractéristique axée sur la précision peut offrir des avantages humanitaires en réduisant potentiellement les dommages collatéraux et en minimisant le nombre de munitions nécessaires pour atteindre les objectifs militaires. Le Comité international de la Croix-Rouge recommande la prudence dans l'utilisation d'armes thermobariques dans des zones densément peuplées en raison de leur impact étendu et de leurs multiples mécanismes de préjudice. Merci de regarder. Pendant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien qui apparaît à l'écran pour regarder une autre de nos vidéos intéressantes. À bientôt!